Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Borletot, réalisatrice, scénariste, actrice et présidente du jury de cette 42e édition. Bonjour Lucie Borletot. Bonjour. Alors Lucie Borletot, vous êtes dans le milieu du cinéma depuis 2004, à savoir l'année où vous avez fini vos études en passant par Cinésup à Nantes, puis par l'université Paris 8. Depuis, on vous a croisé en tant qu'actrice chez Bertrand Bonello, Chloé Maslow ou encore Nicolas Parizet, qu'on recevra d'ailleurs sur ce plateau dans quelques jours. On vous connaît également comme scénariste et réalisatrice avec vos deux longs métrages, Fidelio, l'Odyssée d'Alice, sorti en 2014, et Chanson douce, sorti il y a 3 ans, en 2019. Alors vous jouez, vous réalisez, vous écrivez, vous mettez en scène. C'est une nécessité pour vous d'être sur tous les fronts à la fois comme ça? Ouh là là, je sais pas. Alors déjà, c'est rare que je sois sur tous les fronts à la fois sur un même film. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de jouer dans mes courts-métrages, mais depuis que je suis passée au long, j'ai un peu arrêté. Après, peut-être ça reviendra, mais voilà. Et c'est vrai que quand j'étais étudiante, enfin là, depuis que je viens d'arriver à Amiens, je trouve que c'est une ville très étudiante. En tout cas, je croise beaucoup de jeunes gens dans la salle, dans les salles, et je trouve ça très agréable. Donc, ça me rappelle ma jeunesse. Et moi, j'ai fait en parallèle des études de cinéma et des études de théâtre. Et on me demandait souvent ce que j'allais vraiment faire et qu'il faudrait choisir. J'avais pas du tout envie de choisir. Donc, on peut dire que mon vrai métier, c'est quand même cinéaste, hein, c'est de faire des films. Mais actrice, c'est toujours quelque chose qui m'amuse. Et voilà, je le fais plutôt par plaisir, voilà, même si j'ai la chance des fois de le faire avec des gens que j'admire et qui me plaisent beaucoup. Et pour le coup, l'écriture scénaristique, elle est souvent liée au fait qu'on écrit nos propres films. Quand on fait du cinéma, ça arrive assez souvent. Et donc en 2019, vous avez adapté remarquablement Chanson douce, le second roman de Leila Slimani, qui a d'ailleurs reçu le prix Goncourt en 2016. Et c'est une histoire assez difficile puisqu'il s'agit d'une nourrice qui tue les deux enfants qu'elle garde. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman de Leila Slimani? Bah justement, je pense que c'était la difficulté de mettre en scène cette histoire. Moi, j'aime quand les films dans lesquels je me lance, que ce soit une initiative très personnelle, un scénario que j'écris pendant longtemps, ou comme là, vraiment une adaptation d'un livre très fort qui a beaucoup marché de ça. J'aime quand il y a un défi, quand il va y avoir quelque chose de difficile à accomplir et que ça va me donner l'occasion de chercher, en fait. Je pense pas que les films sont trouvés d'avance. Je pense en les fabriquant, on cherche des choses. Et sur ce projet-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à la fois d'aller dans quelque chose qui est proche de l'horreur et en même temps, avant ce geste irréparable, il se passe presque rien. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très quotidien. Et il y avait aussi l'enjeu de filmer les questions autour du maternage, de la toute petite enfance, qui est un peu un champ aveugle du cinéma qui n'a pas été beaucoup raconté parce que sans doute c'est des histoires quand même souvent cantonnées à l'univers féminin et que pendant des années il y avait pas tant que ça de point de vue féminin. Et donc je trouvais ça assez passionnant en fait d'essayer de rendre angoissant, inquiétant un univers qui est plutôt associé à quelque chose de doudou, de familier, etc. Outre la chose incroyable qui était de réunir sur un plateau des acteurs hyper confirmés, donc en l'occurrence Laïla Bekti, Antoine Reynards, mais surtout Karine Viard, que j'admire énormément et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, qui sont des acteurs qui ont un savoir-faire très très développé, etc., beaucoup de charisme, et des bébés, c'est-à-dire des êtres imprévisibles et incontrôlables. Et ça donnait une espèce de force documentaire tout d'un coup dans la fiction que je trouvais très intéressante. Voilà. Mais justement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur le côté attachant, parce que attachant et à la fois monstrueux, parce que Karine Viard est assez épatante dans le rôle de Louise, donc la nourrice, parce qu'elle est très douce, très attentionnée, et à la fois elle va commettre l'irréparable en fait. Ouais, c'est ça qui donne le vertige en fait. C'est vraiment un rôle tout à fait vertigineux. C'est un rôle qui lui faisait extrêmement envie. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois c'est un monstre, c'est-à-dire qu'elle commet vraiment la chose impardonnable qui est de s'en prendre aux enfants. À la fois, nous, on avait l'impression qu'elle le faisait un peu par amour, parce qu'elle veut pas les perdre, en fait, comme un geste désespéré. C'est d'ailleurs ce qui est dans le roman, hein. Elle rate son suicide, mais vraiment, elle voulait partir avec les enfants. Et c'est un personnage comme ça, un peu insondable, et en même temps, on l'aime. Alors, on l'aime aussi parce qu'elle est incarnée par Karine Viard, qui est une actrice qui suscite énormément d'empathie, on se sent tout de suite proche d'elle, elle dégage vraiment une sorte d'humanité, de simplicité, de personne normale, on se sent proche d'elle. Et puis effectivement, c'est aussi
un film sur les classes sociales et sur le déclassement. C'est une personne qui se retrouve à être employée par des gens qui sont plus jeunes qu'elle, qui sont inexpérimentés et au fond qui ne sont pas des très bons patrons, enfin qui ne savent pas s'y prendre, qui ne mettent pas bien les frontières. Et on a aussi de la peine pour elle de voir dans quel dénuement elle vit et à quoi elle est confrontée avec un jeune couple qui pour le coup est dans un moment d'abondance. Voilà. Donc ça c'était aussi une thématique qui m'intéressait, quelque chose de politique en fait. Voilà. Vous avez réussi à instaurer un peu un climat d'angoisse, d'inquiétude qui monte. C'était déjà un peu le cas, je trouve, dans Fidelio. Alors, c'est beaucoup moins angoissant, beaucoup moins inquiétant. J'espère. Mais il y avait quand même quelque chose déjà de l'enfermement. Je trouve le fait d'être sur le bateau, par exemple, ça frôle quasiment le huis clos, comme on se retrouve dans le huis clos de l'appartement dans Chanson douce. Je trouve que les lumières se ressemblent également. Il y a une lumière très travaillée, des couleurs vives. Comment s'est passée la construction de Fidelio ? Alors Fidelio, c'est un film que j'ai développé pendant de très nombreuses années, qui part d'une personne qui existe réellement, qui est en fait ma meilleure amie et qui est marin. Alors c'est pas du tout son histoire dans le film, parce que le film c'est un film avec des histoires d'amour, des problématiques comme ça, très romanesques. Donc ça c'est pas du tout l'histoire de sa vie, mais par contre elle est réellement officier mécanicien sur des très gros bateaux. Et je trouvais déjà rien que ça, cette petite silhouette en bleu de travail dans des énormes moteurs. Pour moi c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu non plus. Et c'est vrai que la problématique d'être la seule femme dans un milieu d'hommes à faire un métier d'homme et en plus dans un huis clos en pleine mer rendait vraiment le champ des possibles très très large, quoi. Et donc voilà, j'ai écrit pendant très longtemps plusieurs versions de scénario. J'ai fait une traversée sur un cargo pour découvrir vraiment par moi-même ce que c'était que d'embarquer, parce que j'avais eu les récits de cette amie et de ses collègues, mais c'était pas pareil. Donc c'est vraiment un processus très long. Et je suis en train de me dire que si ça se trouve, c'est vraiment une obsession, les huis clos, parce que le prochain film que j'ai fait, qui va sortir l'année prochaine, il parle enfin, au centre, il y a un club, une sorte de club de striptease, et donc il y a énormément de choses qui se passent dans le club. Donc je sais pas, je devais être prête pour le confinement, je ne sais pas. J'ai une obsession pour les huis clos. Non, mais ça permet de circonscrire une histoire sans aucun doute. Bon, après Fidelio, il y a aussi quand même les voyages, la mer, les escales, etc. Mais c'est vrai que la dimension de parallèle entre les deux huis clos que vous soulignez est tout à fait pertinente. Et votre prochain film, c'est À mon seul désir, il me semble, c'est tout ça, à fait. Qui sortira en 2023. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? En fait, guère plus que cela. Moi, j'avoue que si on me disait, veux-tu voir un film sur un club de striptease, je serais intéressée. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais voilà, c'est le club de striptease comme vous ne l'avez jamais vu, du côté plutôt des danseuses, hein, bien évidemment. Et c'est vrai que le parallèle avec Fidelio est intéressant aussi, parce que moi, je suis toujours intéressée de voir comment on peut représenter le travail à l'écran, et notamment un travail aussi romanesque que peut l'être celui de marin ou de danseuse légère. Donc il y a cette dimension-là, puis évidemment après il y a des personnages, des gens qui se rencontrent, etc. Mais voilà, c'est un film plutôt, en tout cas, libertaire et joyeux. On attendra 2023 alors pour le voir. Exactement. Et pour revenir juste sur Chanson douce, vous avez coécrit le scénario avec Jérémy Elkheim. C'est important pour vous d'écrire à plusieurs ? Ah oui, moi d'ailleurs en fait moi je crois que je fais aussi des films parce que j'étais fille unique, enfin j'ai une petite sœur mais on a beaucoup d'écart, donc j'étais fille unique et je jouais toute seule, et je trouve que quand on fait des films on a la chance de n'être jamais seule et en plus on change de partenaire à toutes les étapes. Donc moi j'ai jamais écrit vraiment seule. Pour moi c'est toujours un dialogue, et l'écriture de toute façon au cinéma elle se joue au scénario, elle se rejoue au tournage, elle se rejoue au montage, et jusqu'à la fin de la post-production on peut vraiment changer le sens des scènes, voilà. Et donc, effectivement, je trouve ça agréable de travailler avec un ou une scénariste. Là, c'était Jérémy Elkheim. En général, je travaille avec une scénariste qui s'appelle Clara Bourreau. Mais oui, j'ai cette habitude. Mais justement, le cinéma par rapport à d'autres arts comme la littérature ou la peinture, je trouve que c'est un art qui est très collectif. Peut-être parce qu'on travaille beaucoup en équipe. C'est comme ça que vous percevez le cinéma ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour le coup, j'aurais pas pensé ça quand je fantasmais l'idée de pouvoir un jour faire des films. J'avais totalement occulté cette dimension collective, et c'est une dimension qui est très importante pour moi aujourd'hui. Je pense qu'on est plus fort en fait, vraiment quand on est plusieurs, quand on accepte de partager le regard. Ça veut pas dire que c'est pas mon film, mais je trouve que c'est intéressant de s'enrichir toujours de l'altérité. Et c'est vrai que je suis un peu
en colère contre parfois l'image qu'on a du cinéaste qui serait comme quelqu'un d'omnipotent, qui exerce le pouvoir et qui crache sur tout le monde et qui fait que ce qu'il veut, qui est capricieux. Ça me semble pas forcément juste par rapport à la manière dont d'autres pratiquent le métier. Enfin, moi, je me sens pas comme ça, même si au final, voilà, c'est moi qui prends les décisions, mais je trouve que c'est très agréable de le faire en collectif. Et quelque part, Fidelio, où on voyait tout un équipage qui fait avancer le bateau, c'était presque une métaphore pour moi de ce que c'est que la fabrication d'un film. On peut faire tout seul, on peut tout faire en cinéma, on peut aussi faire des films tout seul, mais je trouve qu'il y a vraiment une force de se dire que c'est une œuvre collective. Et au-delà des films, vous avez aussi fait une série Cannabis, une série de fiction en 6 épisodes sur Arte. Pourquoi cette envie de passer soudainement à la série ? Eh bien, pour vous répondre tout à fait franchement, c'était une commande, c'est-à-dire que ça m'a été proposé juste après la sortie de Fidelio. Il se trouve que moi, j'ai pas eu la chance de faire une école de cinéma. Enfin, j'ai raté tous les concours, donc j'ai un parcours un peu comme ça, autodidacte. Enfin, en tout cas, j'ai appris beaucoup sur le tas. Et je me suis, quand on m'a proposé cette série où je ne faisais vraiment que la mise en scène, si j'ose dire, enfin, c'est-à-dire, j'ai pas du tout écrit. On m'a donné les textes et puis voilà, j'ai choisi les acteurs, j'ai choisi comment on mettait en scène, etc. Mais c'est pas la même chose que quelque chose qu'on porte en soi depuis très longtemps, même si à la fin, je me sentais très proche de tous ces personnages qui étaient des dealers, évidemment, puisque c'est Cannabis, la série. Et c'est vrai que je me suis dit, si j'arrive à faire ça, après, je pourrais tout faire, en fait. Ça va être ce qui m'a manqué, dans le sens où j'ai pas fait d'école, où je peux faire des expériences, essayer de faire une scène d'action, une scène de violence que j'aurais pas forcément écrite avant, plus de maturité dans mes propres films. Là, je pouvais vraiment expérimenter et j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, la série, elle se passe aussi un peu en Espagne et au Maroc, donc je me suis retrouvée à travailler avec des équipes que je connaissais pas, où on parlait pas forcément la même langue, les acteurs pareil, c'était extrêmement riche. J'ai adoré. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez loupé plein de concours pour des écoles de cinéma, mais vous êtes quand même passé par Cinésup à Nantes. Oui. Vous êtes arrivé à la fac de cinéma de Paris 8. Qui est formidable. Mais à quand remonte votre passion pour le cinéma ? À ce je moment-là, les études ? Je pense, à l'adolescence, en fait. C'est souvent, d'ailleurs, l'âge où on peut devenir cinéphile, parce que comme c'est un âge compliqué pour les rapports avec les autres, c'est un excellent refuge, en fait. Le cinéma, ça peut être la littérature, mais voilà, c'est vrai que le cinéma est quelque chose d'immédiat, circonscrit dans le temps, qui fait des émotions très fortes, qui permet peut-être de se construire là où on n'ose pas faire des choses dans la vraie vie. On peut commencer à, je sais pas, à envisager le monde d'une certaine façon. Et moi, je serais toujours très reconnaissante à l'éducation nationale d'avoir permis qu'il y ait des options cinéma dans les lycées, parce que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que j'y serais arrivée par un autre biais. Mais le fait est que c'est parce que j'ai fait option cinéma au lycée que j'ai commencé à comprendre que ça pouvait être un métier, qu'on pouvait faire des études en tout cas, puisque moi j'ai grandi loin de Paris et personne dans ma famille ne faisait de métier artistique. Et donc voilà, j'ai fait la prépa qui était en fait dans mon lycée à Nantes. J'ai eu la chance d'y entrer parce que c'était assez sélectif. Et puis après, même si j'ai raté les concours, la fac m'a permis de découvrir plein de cinématographie que je connaissais pas et de rencontrer des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et en 2020, vous avez coprésidé la Société des réalisateurs de films. Alors, c'est une association de cinéastes qui a été fondée en 1968 et dont le but est de soutenir en fait la liberté artistique des cinéastes et aussi la professionnalisation du métier. Ça a été une étape importante pour vous de coprésider une association historique pour le cinéma comme ça ? En tout cas, c'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses sur la partie politique et industrielle et les logiques aussi de l'État, de la politique culturelle ou l'absence de politique culturelle, ça dépend. Et puis c'était l'année évidemment de la crise Covid. Donc c'était une année très très dure vraiment pour la profession. On avait vraiment l'impression, même si le CNC a soutenu, on le sait, financièrement, y compris les auteurs, etc. C'était difficile cette fermeture des lieux culturels. Là, on est dans un centre culturel, donc on voit bien, dans une maison de la culture fameuse, et on sait bien à quel point la fermeture, ça a été douloureux. Et donc, c'était aussi très important pour moi de ne pas baisser les bras, de continuer à dialoguer, effectivement, avec toutes les associations professionnelles, les associations de salles de cinéma, etc., pour essayer de trouver des solutions pour pas que ça perdure, quoi. Ça reprend quand même un petit peu, là les gens reviennent en salle, les festivals de cinéma comme le FIFAM on a vu ça hier, il y avait vraiment du monde à cette cérémonie d'ouverture, ça faisait chaud au cœur. Et donc cette année, vous êtes la présidente du jury de la 42e édition du Festival international du film d'Amiens. C'est la première fois que vous venez ici ?
Eh bien, c'est la première fois que je viens au festival à Amiens. Et je dois bien dire que c'est aussi la première fois que je suis présidente d'un jury, donc je suis extrêmement honorée. Voilà, après j'avais déjà fait des jurys, et comme je disais hier sur la scène, moi je suis vraiment venue parce que c'est Marie-France Aubert qui m'a appelée, et je la connaissais parce qu'elle avait programmé Fidelio justement au cinéma associatif La Clé. Et parce que j'ai beaucoup suivi, notamment quand j'étais coprésidente de la SRF, l'activité de ce cinéma qui est vraiment un moment de cinéphilie incroyable et extraordinaire. Enfin, il s'est vraiment passé des choses incroyables là-bas. Donc j'avais entière confiance dans la qualité de sa programmation, et je me suis dit que j'allais être bien, quoi, que j'allais vraiment découvrir des films que je découvrirais pas ailleurs, et que c'était vraiment une chance. Donc j'ai accepté tout de suite. Et justement, qu'est-ce que vous attendez du festival du film d'Amiens? Eh bien, j'attends de voir des films qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Je dois avoir d'autres regards. J'y attends aussi d'être surprise justement par ces autres regards, parce qu'il y a parfois dans les festivals des films presque, on pourrait dire, de festival, et j'ai l'impression que pour l'instant justement il va y avoir quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus riche. J'attends aussi d'être émue, en fait, tout simplement. Enfin, moi je vais au cinéma vraiment parce que ça me fait de l'effet dans ma chair, voilà, et d'admirer, de découvrir des cinéastes que je connais pas, et de pouvoir leur dire combien, à travers des prix ou des mentions ou des lettres, si on ne peut pas leur donner assez de prix, de pouvoir leur dire à quel point j'ai trouvé leur travail bien sur tel ou tel point, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Lucie Borleto. Merci à vous. Je rappelle que vous présidez le jury de la 42e édition du Festival international du film d'Amiens. Notre émission touche à sa fin. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du Festival international du film d'Amiens, Facebook, Instagram, YouTube. À la prochaine!